quand je lis la thématique « Faut-il être performant pour exister ?», j'y vois surtout la vie, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de vivre ? Et est-ce qu'on a le droit effectivement d'être reconnu ? Parce que vous parlez de reconnaissance, et là-dessus, Jean Vanier en parle aussi. Voilà, de cette reconnaissance qui est vraiment tellement essentielle pour être pleinement humain. Et donc voilà, est-ce qu'on a le droit de vivre si on n'est pas performant, et donc si on n'est pas perçu comme étant une force vive qui peut apporter une richesse à la société. Et là, c'est là où on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire exister, qu'est-ce que ça veut dire réussir, qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès, et qu'est-ce que ça veut dire que participer et amener quelque chose de fort à la société. Et finalement, c'est une question de valeur. Donc. Et donc, ça veut dire que je pense qu'on s'est longtemps fourvoyé dans une vision très utilitariste de l'être humain, de même que pour la planète. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais quand je disais exploiter l'humain, exploiter la planète, au lieu de cultiver notre jardin, au lieu de prendre soin les uns des autres. Voilà. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on va faire bouger le curseur, quoi. Et donc, du coup, ce qui est très beau, c'est que justement, quand on commence à se pencher sur le destin de celles et ceux qui, a priori, ne sont pas performants et sur qui on ne va pas forcément compter pour amener de la richesse à la société, eh bien, d'un coup, on peut être bousculé face à l'idée même qu'on a de la société et de ses exigences. Donc c'est vrai que quand je fais le film sur Jean Vanier qui prend soin des personnes handicapées mentales, puisqu'il a créé l'Arche, qui sont des communautés de vie qui prennent soin des personnes handicapées mentales partout dans le monde, eh bien, il y a quelque chose qui est assez étonnant. C'est que dès lors qu'on fait en sorte que ces personnes handicapées mentales soient en sécurité, dans un environnement où elles peuvent s'épanouir, elles peuvent véritablement être elles-mêmes et échapper à cette pression ou ce jugement de l'extérieur, eh bien non seulement elles s'épanouissent, mais elles veulent travailler. Et donc à l'Arche, on fait en sorte, partout dans toutes les communautés de l'Arche, elles travaillent, ces personnes handicapées. Et alors elles vont faire différents travaux selon leurs compétences, selon leurs désirs aussi. Mais ce qui m'a beaucoup frappée et qui est vraiment très touchant, c'est qu'ils sont tellement fiers de leur travail. Et je me souviens, il y a un passage dans le film où on voit une jeune fille qui fait de la peinture sur de la vaisselle. Et alors elle raconte comme ça, avec une grande fraîcheur, elle raconte à la caméra, ben voilà, elle nous montre le dessin, puis elle dit, bon, moi je sais super bien dessiner, mais alors à côté de nous, on a une jeune fille, alors elle sait pas, alors on dessine, puis elle colorie dedans. Et alors, elle est super fière, et en même temps, elle ne juge pas celle qui ne sait pas dessiner, mais elle vous dit clairement, mais moi, je sais super bien dessiner. Donc, il y a vraiment ce côté fier de ce que l'on fait. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de dignité qui fait que chacun peut participer à la collectivité et travailler, sans pour autant être écrasé par une exigence de performance, puisque sans doute ne pourront-ils pas effectivement répondre à cette exigence-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas participer. Or, leur participation, elle est importante, notamment à l'Arche de Bethléem, puisque comme l'Arche est un peu partout dans le monde, selon les pays, il y a parfois des situations plus fragiles que d'autres. Il se trouve que l'Arche à Bethléem, donc en Palestine, est plus fragile parce que l'État ne peut pas participer, n'a pas les moyens de participer aux frais de fonctionnement de l'Arche. Donc cette Arche en particulier fonctionne qu'avec des dons, mais aussi quasiment la moitié des frais de fonctionnement fonctionnent grâce à l'artisanat qui est fabriqué par les personnes handicapées mentales et qui sont ensuite vendus sur les marchés, etc. Donc on se rend compte que ce n'est pas du tout portion congrue en fait dans l'organisation même. Mais ce que j'aime bien, c'est que finalement, derrière cette notion de travail, voilà, il y a le travail tel que nous le concevons dans nos sociétés, qui parfois peut être pesant et même détruire certaines personnes par burn-out, etc. Donc ça veut dire que peut-être on pousse quand même un peu la machine trop loin. Et donc, est-ce que c'est au service de l'humain ? C'est la question que je pose, point d'interrogation. Et vous savez que le mot travail vient du mot tripalium, il me semble. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un peu d'un instrument de torture. Vu comme ça, est-ce que vraiment on est fait pour ça ? C'est-à-dire que vraiment, il faut peut-être limiter l'instrument de torture au quotidien. Mais alors que quand c'est vu... Peut-être un point de vue français. Work en anglais, je crois que c'est pas la oui, même. Oui, mais c'est intéressant. Quoi. J'aime bien quand... je trouve que c'est interpellant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand, en revanche, je vois comment le travail est vécu au sein de l'Arche, et on voit que là, c'est plus un instrument d'épanouissement. Et encore une fois, de dignité. Donc, à nous de retrouver sans doute le bon niveau
qui va permettre à chacun de participer. Et vous, effectivement, vous avez parfois affaire à des publics qui peuvent paraître déconnectés des exigences du marché du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et alors, vous avez utilisé ce mot « épouser ». Je trouvais que c'était intéressant parce que j'avoue que voilà, si on est chacun unique, on est vraiment chacun unique. Et malheureusement, je trouve que très souvent, on attend de nous d'être tous sur le même modèle, de bien se conformer à un moule, quoi. Et quelle perte de richesse! Je trouve que c'est terrible. Et c'est aussi une perte de chance, parce que ça veut dire que toute cette diversité, cette créativité, voire même cette fantaisie qui nous habite, ce que les personnes handicapées mentales savent très bien vivre, c'est génial, et ben, c'est toute une richesse. Et donc, du coup, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des épousailles quand c'est renoncer à une partie de ce que l'on est pour pouvoir correspondre à cette attente. Donc j'aime l'idée qu'on essaye d'aller creuser en soi pour trouver des forces nouvelles, des compétences nouvelles, parce que ça nous enrichit intérieurement, mais que ce soit dans la douleur pour se conformer voilà, à une exigence qui finalement a un petit côté dictatorial, ça me dérange beaucoup. Alors, j'en viens à un autre sujet. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aussi une question à se poser sur la finalité du travail. Est-ce qu'on est pleinement humain que si on travaille ? Est-ce qu'on est reconnu pour cette humanité que si on travaille ? Moi, et là, je n'exprime que mon opinion, hein, je pense qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas la finalité de nos vies. Et je pense, moi, que s'il y avait un vrai travail à fournir, entre guillemets, c'est vraiment le travail sur soi pour pouvoir être pleinement humain, plein d'amour, parce que savoir aimer, il me semble que c'est quand même c'est une sacrée aventure, quoi. Et que ça demande du temps aussi, ça demande de se pencher dessus, de faire des efforts, et c'est pas rien. Donc ça veut dire que quand je vois le temps qu'on passe au travail pour simplement gagner sa vie, vous savez, vraiment gagner de l'argent. Oui, je sais, vous trouvez peut-être que je bifurque, je ne sais pas. Hein. Mais enfin, je vous dis ce que moi je ressens. Et donc, c'est intéressant parce que là aussi, il y a un sujet de société. C'est-à-dire que si on décide que notre dignité en tant qu'être humain n'est pas seulement dans ce qu'on va produire, alors il y a aussi toute cette question autour du revenu de dignité, revenu d'existence, qui je trouve quand même reste est un sujet qui devrait faire l'objet d'une vraie ouverture, une vraie discussion collective, parce que ça veut dire qu'on estime qu'un être humain a droit à une existence digne, quelles que soient ses compétences, sa façon de travailler ou de ne pas travailler. Enfin, voilà, il me semble que... moi, vous savez, je viens d'une famille où on est une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Que des enfants considérés comme étant inadoptables. Donc ceux dont la société avait d'ores et déjà décidé qu'ils étaient foutus. Ils étaient déjà foutus, voilà. Donc, alors qu'on n'était que des mômes, on était déjà considérés comme foutus. Du rebut. Et puis mes parents ont su nous regarder avec tendresse, amour et espérance. Et du coup, grâce à cette tendresse et à cet amour, on a pu se relever et peu à peu, effectivement, commencer à épouser notre vie d'être humain, bien au-delà de ce qu'on pouvait faire. Et parmi mes frères et sœurs, donc tous inadoptables, certains sont lourdement handicapés. J'ai un petit frère qui n'a ni bras ni jambes. De même que les personnes handicapées mentales, si nous ne regardons la personne humaine que de façon utilitariste, à quoi servent les personnes handicapées mentales et à quoi sert mon petit frère ? Je crois que, décidément, il faut qu'on regarde bien plus loin que ça, parce qu'on n'est pas juste une capacité à produire ou à consommer. Il me semble qu'aujourd'hui, notre société attend de nous qu'on soit des bons producteurs, des bons consommateurs. Ça ne fait pas une vie, ça. Et nous avons une transcendance à accomplir. Nous sommes là pour vivre autre chose comme destin. Et donc, du coup, peut-être faut-il aussi passer du temps à essayer d'explorer ce chemin-là. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, la planète et l'être humain s'en sortiront bien mieux, me semble-t-il. Donc voilà, mais je pose la question. Puisque vous évoquez cette vie familiale hors du commun, déjà, je recommande aux gens qui sont dans le public, parce qu'on ne pourra pas tout raconter ce soir, mais sur le site de votre ONG, le projet Imagine,
il y a une vidéo d'une conférence dans laquelle vous racontez cette vie familiale assez incroyable. Juste pour compléter sur votre petit frère, il faut quand même dire c'est devenu un champion sportif. C'est le seul sportif de haut niveau de la famille. C'est génial, hein. Il est multimédaillé, champion de France, etc., en tir à la carabine. Il a des petits moignons jusque-là, il arrive à faire du tir à la carabine. Il était encore, il y a 2-3 ans, en D1 de foot fauteuil électrique, et il fait de la natation 2-3 fois par semaine, mais là, c'est pour le plaisir. Alors qu'il est arrivé à l'âge de 2 ans et demi, ou quelque chose comme ça dans votre famille, oui. Vous diriez que c'est l'accueil qu'il a reçu, évidemment, le fait qu'on ait cru en lui. Vous avez aussi d'autres frères et sœurs qui avaient des handicaps. Mais... Oui, alors c'est ça qui est très beau, c'est que là encore, quand mes parents entendent parler de ce petit garçon, il a 2 ans et demi, il est dans une pouponnière à Tours, et les pouponnières, c'est pour les bébés, donc ça fait un moment qu'il avait dépassé l'âge limite d'être dans cette pouponnière. Et du coup, quand mes parents entendent parler de lui, c'est parce qu'il y a urgence absolue, puisque les services sociaux ont décidé de transférer ce petit garçon de la pouponnière à une institution psychiatrique, alors que cet enfant est totalement sain d'esprit. Et si les services sociaux ne savaient pas quoi faire de lui, c'est justement parce qu'il a été abandonné à la naissance, alors qu'il est né sans bras et sans jambes. Donc on ne sait pas quoi foutre de lui, quoi. Et c'est là où ce qui est merveilleux, c'est que mes parents, qui sont des gens qui pourraient paraître tellement ordinaires, qui sont des gens tout simples, pas de fortune personnelle. Mon papa tenait une petite quincaillerie de quartier à Roubaix, on est dans le nord de la France avec 2 de ses cousins, donc vraiment la petite échoppe de quartier. Ma maman, c'est une femme qui a eu le certificat d'études, donc c'est pas des gens très cultivés, c'est pas des gens riches, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et simplement un cœur immense. Ce qui fait que ça les a amenés, parce qu'ils ont su se mettre à l'écoute de ce cœur, de cette petite voix intérieure qui nous habite tous. Mais simplement, c'est une voix un peu discrète. Donc, il faut pouvoir faire un tout petit peu silence pour lui prêter une oreille attentive. Et quand on commence à l'écouter, elle sait très bien, c'est notre boussole intérieure, hein, elle sait très bien quelles sont les bonnes décisions et qu'est-ce qui va nous rendre heureux et qu'est-ce qui... Voilà. Et donc, à chaque fois, ils ont su se mettre à l'écoute. Et donc, là où tout le système bute, eux, ils entendent juste, il y a un petit garçon de 2 ans et demi qui est sain d'esprit qui risque d'aller dans une institution psychiatrique. Et donc, direct, ils vont à sa rencontre. Ils vont voir, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et donc, du coup, c'est extraordinaire de voir que nous avons eu, grâce à mes parents, la chance de vivre une expérience unique, exceptionnelle. C'est-à-dire que j'entends souvent des choses très violentes, du genre des enfants comme ça, ils ne devraient pas naître, vous comprenez, voilà. J'entends ces choses-là. Et aujourd'hui, on est en plein dans des débats de bioéthique, etc., qui mettent à jour ces choses-là. Eh bien, moi, ce que je sais, c'est que Pierre Vincent, c'est l'ange de la famille. Il nous a donné l'immense chance, l'honneur, le privilège de pouvoir lui offrir nos bras et nos jambes. Et du coup, il a soudé, littéralement cimenté notre famille jusqu'à faire de nous un seul corps. Eh bien, je peux vous dire que d'avoir vraiment le bonheur d'expérimenter, de goûter ça, mais ça change tout. Et donc, finalement, quand je regarde ma famille, nous étions de tous les continents. Nous étions de toute culture. Nous ne parlions même pas forcément la même langue. On n'était pas de la même religion. Et nous étions atteints de toutes formes de blessures. Donc c'était un peu comme un condensé du monde sous un même toit. Et donc malgré toutes les peurs qui sont liées aux différences qui pouvaient nous séparer, eh bien, nous avons appris à aller à la rencontre l'un de l'autre. Nous avons appris peu à peu à nous connaître et à nous aimer. Et donc, finalement, nous avons réussi à faire famille humaine. Eh bien, je sais aujourd'hui, je pense véritablement que c'est le défi de ce monde. Il va falloir qu'on apprenne à faire famille humaine et à vivre en famille humaine. Et je sais que c'est possible parce que je l'ai goûté. Alors ça, c'est performant, moi, je trouve.